La genèse n'a pas été aussi longue que la grande encyclopédie d'Alembert et Diderot. Il s'en faut à peu près 12 ans qu'on batte le record. Ceci étant, elle est intéressante à évoquer pour plusieurs raisons. La première raison, c'est le type de choix éditorial auquel correspond en quelque sorte le sujet et la manière dont il va s'organiser. J'entends par là que j'ai été moi-même extrêmement surpris qu'on fasse appel à moi pour l'organisation d'un dictionnaire européen qui n'était pas du tout défini de façon à ce moment-là précise, etc. Et je crois qu'il faut quand même être conscient de plusieurs choses. La première chose, c'est sans doute l'intérêt personnel que, rendons-lui en quelque sorte un hommage amical, Claude Durand pouvait porter au sujet. Et pouvait porter à ce sujet entre 2004-2005, 2006, à un moment où l'Europe ne se portait pas en quelque sorte très bien. Nous sommes en pleine crise en quelque sorte sur quantité de points importants. On sortait du refus des Anglais pour entrer dans d'autres refus. Le référendum sur l'euro a été rejeté par la France et quelques autres. Donc je pense que l'on ne peut pas en quelque sorte ici ne pas s'interroger et souligner l'intérêt des choix éditoriaux par rapport à, en quelque sorte, une question politique générale. C'est du domaine de la vie politique tout autant que de la vie historique. Alors là-dessus, si vous me laissez encore une minute, il y a en quelque sorte le choix personnel. C'était au départ amical et il s'est maintenu dans la durée avec vous. Le choix personnel, au-delà de cette connaissance amicale, je me le justifie moi dans ma réponse positive, mais je ne vois pas pourquoi on m'a choisi. Le problème de la réponse personnelle, c'est que je suis un représentant, dans le monde historique comme ailleurs, de la génération qui est sortie de la guerre sans l'avoir faite, qui en a mesuré les conséquences et qui, pour une certaine partie de sa vie, a pu croire que l'Europe était un bon remède à quantité des maux qui nous avaient conduits depuis longtemps à des affrontements entre États, entre nations. Alors je me souviens très bien, moi, que cette interrogation politique a commencé à peu près au moment de la classe de philosophie et en Cagne, lorsqu'il y avait eu le rejet de la CED. Et autour de la communauté européenne de défense, il y avait dans un milieu aussi fermé, et encore plus fermé qu'aujourd'hui, et aussi protégé que ces classes, des discussions vraiment violentes. Des discussions violentes qui partageaient le milieu. Et dans ces discussions violentes, moi j'étais plutôt partisan de la communauté européenne de défense. Et c'est peut-être un point de départ qui, dans mes choix politiques, est en quelque sorte resté. Lorsque nous arrivons à la date, au tournant des années 2000, on peut penser vraiment que dans le questionnaire éditorial, il y avait une volonté de répondre à la crise qui bouillonnait, qui mijotait, crise qui repose sur le fait que l'Europe telle qu'elle s'est construite est essentiellement un instrument économique, et cet instrument économique, l'euro l'a mis parfaitement en valeur. C'est à la fois une réussite et c'est aussi une problématique.
Mais ce qu'a mis l'économie en valeur, c'était la discordance. À ce moment-là, j'étais en Italie, et quand l'euro a été en quelque sorte généralisé, les commerçants italiens me disaient « Oh, vous, Français, vous êtes vraiment favorisés parce que vous avez l'euro francese et un euro lordo », c'est-à-dire un euro plus favorable, plus lourd que l'euro italien. Donc il y avait cette espèce de question politique, économique qui était posée, qui était lancée, et répondre oui pour la direction du dictionnaire, c'était une manière d'y résoudre. En second lieu, il y a eu tout un problème évolution, évidemment, mais sur lequel je pense que Christophe est beaucoup plus apte que moi pour le développer, sur le rapport à qu'est-ce que c'est que l'historiographie de l'Europe. Il n'y a jamais eu, en quelque sorte, de réalisation véritablement réussie d'une présentation globale d'une histoire de l'Europe. Il y a eu des tentatives, il y a eu des essais manuels, il y a eu quantité, en quelque sorte, de rencontres, mais finalement, on est toujours là dans ce début des années 2000, on est toujours devant un objet sans unité, sans identité complète, et dont les éléments économiques même montrent la difficulté de ne pas avoir, liée au fait de ne pas avoir une sorte de mythe unificateur comparable à ce que peut être la plupart des grands récits nationaux de l'histoire. Cette absence de mythe unificateur, il est particulièrement visible lorsqu'on prend les différents billets en circulation. On a essayé un melting pot de symboles, et je doute qu'au fond de la Slovénie, on comprenne les éléments qui renvoient au Panthéon parisien ou à des choses de ce genre. Alors, vous voyez en quoi ma position personnelle a été en quelque sorte liée à une situation politique. Elle a cherché à résoudre la question posée en rassemblant en quelque sorte une équipe autour de ces problèmes, mais c'est peut-être à redévelopper autrement. Il me semble qu'il faut insister effectivement sur la difficulté pour traiter un tel objet qui est énorme, puisque nous partons de la fin de l'Empire romain et nous allons jusqu'à nos jours, donc ça fait quand même 15 ou 16 siècles. Nous avons d'autre part l'ambition de parler de tout, c'est-à-dire pas seulement de politique, pas seulement d'économie, pas seulement de société ou de culture, mais vraiment d'embrasser l'ensemble. Donc il fallait trouver une formule de présentation qui permet au lecteur de se retrouver avec un certain nombre de parties structurées par le temps, mais aussi un certain nombre de points de repère dans les thèmes pour qu'on puisse suivre ces thèmes dans la longue durée. Et ça, c'est une difficulté de tous les sujets sur l'Europe parce qu'il y a plusieurs Europes, selon les moments. L'Europe du Moyen-Âge n'a pas la même géographie que l'Europe aujourd'hui. Il y a des différences aussi d'avancée de chaque société les unes par rapport aux autres à un moment donné. Il y a des décalages entre la Russie et l'Angleterre au XVIIIe siècle. On est dans des pays très différents et pourtant ils ont en commun un certain nombre de choses. Ils partagent les mêmes questions, ils participent aux mêmes guerres, etc. Donc ils existent ensemble, mais ils sont en même temps dans des espaces-temps différents. Donc il faut à la fois montrer cette communauté d'existence et de coexistence et en même temps souligner ces décalages et ces différences. Et l'exemple que prenait Daniel Roche tout à l'heure à propos du débat autour de la communauté européenne de défense montrait bien tout à fait ça aussi. Dans les années 50, il y avait à la fois le souci d'une protection commune de l'Europe occidentale face aux pays de l'Est, et en même temps, à l'intérieur des pays d'Europe occidentale, des vécus historiques très différents entre la France et l'Allemagne, c'est une évidence, qui fait que les gens réagissaient très différemment à l'idée de créer une armée commune de l'Europe. Alors aujourd'hui, on a des problèmes similaires, puisque Daniel Roche a évoqué la question de l'euro, où là aussi on voit bien que les pays n'ont pas les mêmes intérêts par rapport à l'euro, et n'ont pas la même philosophie de l'euro, parce qu'il y a encore, en dépit de
50 ans d'unification européenne, il y a encore des décalages considérables. Donc il faut à la fois montrer ces éléments qui poussent à l'unité, ou qui poussent à l'idée que l'unité sera supérieure à la diversité, et en même temps ne pas écraser cette diversité. Et ça, c'est une question qu'on retrouve à toutes les époques. Et nous voulions montrer par le plan qui est à la fois thématique et chronologique, à la fois ces coexistences et ces différences. Troisième idée, c'est nous essayons de parler à tout le monde. Il ne s'agit pas de faire un livre pour spécialistes. Les spécialistes, il y a des monographies, il y a des tas de travaux. Nous voulons justement mettre à disposition d'un public assez large l'ensemble de ces travaux, mais que le public n'a pas le temps de lire. Donc nos articles sont à la fois synthétiques, la plupart font 3, 4, 5, 6 pages, mais en même temps ils donnent l'essentiel et ils posent les questions essentielles. Et puis nous avons aussi le souci, pour ceux qui veulent aller plus loin, de donner des éléments de bibliographie pour ceux qui veulent approfondir une question. Donc on peut aller plus loin si on a un souci plus exhaustif. Donc voilà un petit peu nos choix. Et ça répond, je crois, à une nécessité. La production historique est énorme. Elle est de plus en plus tournée vers les spécialistes. Donc quand on veut en avoir une vision complète, il faut quand même recourir à des instruments de travail comme des encyclopédies, comme les dictionnaires, comme les synthèses. Et donc c'est là où je crois que nous remplissons un rôle qui n'existe pas dans la bibliographie, puisque nous avons soit des histoires très générales de l'Europe, mais qui ne peuvent pas couvrir tous les domaines que nous envisageons, soit au contraire des livres extrêmement spécialisés, mais qui perdent de vue les grandes pulsations historiques ou les grands thèmes historiques. Voilà un peu la philosophie qui est derrière notre travail. Et le fait qu'il a été long à mettre en œuvre, ça prouve bien que ce n'est pas évident à faire, puisqu'il faut rompre avec des habitudes, rompre avec l'habitude de la monographie ou rompre avec l'habitude de la synthèse trop partielle qui n'envisage pas la totalité des choses.